sommet extraordinaire de la communauté des États sahélo-sahariens au Tchad, il est question de nouveaux textes fondateurs de la communauté après la mort de l'initiateur de la rencontre, Mohamed Kadhafi. Travaux préparatifs du sommet, les ministres des Affaires étrangères de la communauté ont fait l'état des lieux de la situation. Et puis chez nous, l'heure est au respect des engagements dans la lutte contre des fléaux comme le sida, la tuberculose et le paludisme. Ce qui manque le plus, c'est de mettre en pratique les décisions prises. Un autre fléau qui menace de laisser du terrain aux pandémies. Et puis, voilà déjà un an que le Gandaogo national a tiré sa révérence en mémoire de l'engagement de Georges Ouédraogo comme homme de culture. Hommage des générations présentes lui est rendu. Une soirée à suivre en direct sur votre petit écran. Nous aurons plus de précisions tout à l'heure en direct du jardin de la RTB. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est ce week-end donc que se tiennent les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CENSAD au Tchad. Partis en éclaireur, les ministres des Affaires étrangères et du Conseil exécutif ont planché sur les textes en vue de refonder l'institution de l'espace communautaire. L'enjeu, c'est de réorienter les objectifs de la CENSAD pour mieux prendre en compte les besoins actuels. Le point de nos envoyés spéciaux, N'Djamena, Alidou Badini et Amadou Diko. Refonder la CENSAD tout en recentrant ses objectifs autour des thèmes d'actualité tels la sécurité, la lutte contre la désertification, la création d'emplois et d'infrastructures, c'est l'enjeu de cette session extraordinaire du conseil exécutif de cette institution créée en 1998 à Tripoli. L'intérêt de la session de N'Djamena, c'est de travailler à redonner un nouveau visage à la CENSAD à travers l'adoption de nouveaux textes qui vont refonder l'institution pour lui permettre de jouer pleinement son rôle en matière de paix et de sécurité et en matière de développement durable. Donc c'est là l'intérêt de la session en cours. Au cours de la réunion, les ministres en charge, donc les ministres membres du conseil exécutif ont eu à examiner un certain nombre de textes. Il y en a eu 4. Il y a d'abord le traité révisé de la CENSAD. Il y a le règlement intérieur de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le règlement intérieur du conseil exécutif. Il y a le règlement, les statuts du personnel et le règlement du personnel. Donc ça fait un ensemble de textes qui vont redonner donc un nouveau visage donc à la CENSAD. Après la disparition du guide de la révolution d'El Fattah Muammar El Kadhafi, les 28 pays membres de la CENSAD envisagent de refonder cette institution pour qu'elle s'adapte au contexte du moment et qu'elle réponde aux préoccupations des populations énoncées en termes de sécurité, de création d'emplois. Un sommet extraordinaire auquel prendra part le président du Faso qui est attendu ici à la Villa des Hôtes. Et puis, actualité oblige, la question de la crise malienne est au cœur des sujets d'intérêt du sommet extraordinaire de la CENSAD. Présent aux travaux préparatoires, le ministre malien des Affaires étrangères s'exprime sur les décisions militaires et politiques de la situation dans le nord du pays. Le diplomate parle aussi de la stratégie de sortie de crise. On écoute le ministre Hubert Koulibaly au micro de Alidou Badini et Amadou Diko. L'opération Serval se poursuit. Vous savez que notre agenda, en tout cas par rapport aux opérations militaires, a été précipité du fait que ceux avec qui nous étions en discussion ont décidé de lancer une attaque contre nos premières lignes de défense. Et vous avez certainement suivi tout ce qui s'est passé. Et c'est dans ce cadre que nous avons fait appel à la solidarité, à l'amitié de la France pour nous aider à arrêter cette avancée de cette troupe terroristes et narco-djihadistes. Alors aujourd'hui, ça se poursuit avec l'armée malienne, avec les troupes de la MISMA, CEDEAO, Tchad, y compris des hommes intrépides de chez vous. Alors, quel bilan faire? Pour l'instant, je pense que ce n'est pas le moment de faire un bilan. Certaines grandes villes ont été libérées. Et vous avez certainement suivi que nous sommes passés à une phase de guerre asymétrique et que nous faisons de plus en plus face à des actions terroristes dont le traitement aussi demande une méthode spécifique. Voilà, ça continue. Il faut débarrasser le Mali de cette vermine pour protéger aussi les pays voisins du Mali et toute la sous-région. Des élections vont se tenir, bien entendu. Vous avez dû suivre que
La feuille de route a été publiée, donc avec pour principaux points la libération du Nord et l'organisation des élections. Et dans le point de la libération du Nord et de toute cette instabilité, il est prévu d'engager un dialogue national dans le cadre d'une commission de dialogue et de réconciliation. Voilà pour les préparatifs du sommet de la CENSAD en Afrique de l'Ouest. Il est question de meilleur accès à l'Internet et au réseau de téléphonie mobile. Lancé en 2011, le projet régional des infrastructures de communication entre dans sa phase de réalisation. D'ici à 3 ans, les difficultés de connexion devraient relever de mauvais souvenirs pour les utilisateurs. Et celle Judith Assogba. Le ministère du Développement de l'économie numérique et des postes veut donner une nouvelle impulsion à son secteur avec de grandes ambitions. Il s'agit du projet régional des infrastructures de communication de l'Afrique de l'Ouest, PICAO-BF. Lancé depuis 2011, ce projet entre dans sa phase de réalisation et va s'exécuter jusqu'en 2016. Ce vaste programme va mobiliser 10,350 milliards de nos francs et renferme beaucoup d'avantages. Ce projet viendra en fait soutenir les activités globales en matière de développement des TIC au Burkina, puisqu'il va permettre de connecter, d'améliorer la connectivité au niveau de notre pays et permettre aussi de créer des emplois, parce qu'il y a des projets de pose de fibres optiques par exemple, et aussi de renforcer les capacités institutionnelles de notre pays et l'accompagnement des ministères. Non seulement on n'aura plus de connexion, on n'aura plus de problème de connexion Internet, mais le projet a pris l'ambition de réduire de manière considérable les coûts de connexion. Les acteurs du ministère de tutelle et les opérateurs de téléphonie mobile sont partie prenante à cette deuxième session du comité de pilotage. Ils vont valider le compte-rendu des travaux de la session précédente et soumettre à l'approbation le programme d'activité à entreprendre. Les principales activités se résument notamment à la réalisation d'un certain nombre d'études au profit de la Direction générale des télécommunications, au profit de l'ARCEP, la mise en place d'assistance technique au profit du ministère et le démarrage des études pour la construction de la fibre optique entre Ouaga et Paga au niveau de la frontière du Ghana. Lorsque l'infrastructure sera livrée, ces acteurs auront un rôle important à jouer. Pour ce faire, ils devraient s'approprier le projet afin d'assurer sa mise en œuvre efficace. Au Faso toujours, les perspectives pour la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau potable sont plutôt bonnes. L'Union européenne est prête à mettre à la disposition de notre pays une enveloppe de près de 33 milliards de francs CFA. Premier pas du projet, la convention vient d'être signée hier à Ouagadougou, le point de Badaniel Kambou. Par ce acte, l'Union européenne met à la disposition du Burkina 50 millions d'euros, soit environ 33 milliards de francs CFA. Un dynamisme de coopération qui vise à accompagner le Burkina dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. Le premier volet de ce financement concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les populations les plus démunies dans les régions les plus affectées. Plus de 85 000 ménages, soit au total 500 000 personnes seront touchées par ce programme en faveur des plus pauvres de notre population. Le besoin en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire ou de résilience, comme on dit aujourd'hui, est apparu de façon croissante au cours des dernières années par la multiplication des crises qui font apparaître que c'est une situation structurelle et pas simplement des crises accidentelles. Et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne, les Européens, ont décidé d'octroyer des crédits importants, des crédits supplémentaires en l'occurrence, en appui à ce secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le deuxième volet de ce financement concerne l'eau potable et l'assainissement. C'est un appui complémentaire de l'Union européenne au profit de ce secteur au regard des besoins sans cesse croissants constatés dans certaines régions malgré les efforts du Burkina. Cette enveloppe va permettre, en plus de l'amélioration des dispositions d'approvisionnement en eau potable, certaines réalisations physiques dans le domaine de l'assainissement. Des latines familiales seront construites dans le milieu urbain comme dans le milieu rural et des infrastructures aussi d'assainissement et sommaires pourront être construites au niveau des différentes zones qui sont vraiment exposées
aux problèmes d'accès à l'eau potable et aux problèmes d'hygiène. Et ça permettra d'améliorer vraiment les pratiques d'hygiène dans les différentes zones identifiées. La thématique eau potable et assainissement fait partie des priorités de l'agenda international. C'est dans ce cadre que l'Union européenne a lancé son programme 1 milliard d'euros pour l'atteinte des objectifs du millénaire et dont le Burkina est bénéficiaire à travers ses différentes conventions. On regarde à présent au carnet de santé, surtout le volet de la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Contre ces fléaux, l'État et des organisations de la société civile ont pris des engagements fermes, mais au regard de la situation sur le terrain, il s'avère que la mise en œuvre n'est pas au rendez-vous. Une situation que les acteurs tendent à corriger, c'est le but du Forum national sur le suivi des engagements. C'est un reportage signé de Claudine Bikaba. Le paludisme, le sida et la tuberculose sont des pathologies qui font ravage au sein de la population burkinabé. Pour venir à bout de ces endémies, la coalition des réseaux et associations burkinabé de lutte contre le VIH-Sida Kourab, avec le soutien de la Banque mondiale et du Fonds mondial, a initié ce forum national sous les thèmes « Quelle contribution des organisations de la société civile ?» Et l'objectif pour nous, à travers ce forum-là, c'est d'arriver à interpeller le gouvernement sur ses engagements, interpeller le gouvernement sur l'adéquation de ses engagements par rapport aux besoins des populations et interpeller le gouvernement sur les insuffisances qu'il y a souvent dans la mise en œuvre de ces engagements. Et bien sûr, faire la promotion des bonnes pratiques. Avoir un œil externe qui est l'œil des acteurs de la société civile permet au gouvernement aussi, en discutant avec eux, non seulement de donner l'information, mais aussi de recueillir leur point de vue sur la situation de mise en œuvre de nos engagements sur ces 3 maladies. Ces acteurs de la santé, des OSC et des autorités étatiques vont réfléchir ensemble et formuler des recommandations pertinentes en vue d'aider à la mise en œuvre des engagements pris par l'État pour éradiquer ces 3 pathologies pour une meilleure santé des populations. À l'occasion, le savoir-faire des OSC et les actions qu'elles mènent pour venir en aide aux personnes vulnérables, ce document en exposition a reçu la visite des participants. Dans les rangs de la police anticriminelle, on salue un autre coup de filet. Une dizaine de présumés voleurs a été mis aux arrêts par la brigade de Nongremassam. Leur spécialité, vol et recel d'engins à 2 roues et articles divers. Le point de Patrick Karim Namouano. Le butin est digne de la caverne d'Ali Baba. 32 motocyclettes, 3 bicyclettes, 3 fauteuils rembourrés, des lots de bouteilles de gaz, des batteries et des articles divers pour ne citer que cela. Le gang d'une dizaine de personnes récidivistes, pour la plupart, se serait spécialisé dans les braquages et les vols avec effraction. Le 6 février 2013, le commissariat de police de l'arrondissement de Nongremassam a été informé de ce que un certain nommé Ilbudo Paul, c'est maçon domicilié au secteur 25 de la ville de Ouagadougou, se livrerait à des activités suspectes. Alors, sans désemparer, forte donc de cette information, une enquête a été ouverte. Et c'est ainsi que, le 9 février 2013, les 6 nommés, c'est-à-dire le nommé Ilbudo Paul, a été interpellé. Il sera par la suite accompagné de ses acolytes. Au terme de nos investigations, les intéressés ont reconnu être organisés dans un gang spécialisé dans les braquages et les vols avec effraction. Des fusils de chasse aux machettes en passant par des cisailles, voici les armes qu'aurait utilisé le gang composé de maçons, de bouchers, de mécaniciens, de taximans, de parkeurs pour commettre leurs crimes. Des crimes qui ont causé un lourd préjudice aux victimes. Un matin d'octobre, j'ai été victime d'un vol chez moi. Au début, j'ai pensé à une blague de mes coépouses ou de mon mari. Mais hélas, c'était un vol. Je me suis donc adressée au commissariat de police dans l'espoir de retrouver mon engin. Aujourd'hui, c'est chose faite et je suis contente.
Ces voleurs donc sont passés dans nos usines, comme ils l'ont dit, ils ont pris 50 blocs moteurs et puis 4 motos. Aujourd'hui, on peut estimer ça à plus d'une vingtaine de millions. La police de Nongoma-Som, artisane de ce coup de filet, va déférer dès ce lundi au parquet les 10 présumés auteurs, complices ou receleurs d'objets volés pour la suite judiciaire. Le groupe Obouf espère que la suite de l'enquête lui permettra de retrouver ces 50 blocs moteurs dérobés. Alima Oudraogo, heureuse, retourne chez elle avec sa moto qu'on lui a volée depuis 6 mois. Elle n'oubliera pas de sitôt cette action salvatrice des agents de la police de Nongoma-Som. Et puis une fois encore, la route a tué 3 morts et 4 blessés. C'est le triste bilan encore provisoire d'un accident de la circulation survenu hier sur l'axe Ouaga-Sacoincé. Un véhicule de type 4x4 a quitté la route de façon inattendue. Les causes de l'accident ne sont pas encore déterminées. Plus de précisions avec nos reporters qui se trouvaient sur les environs. Alassane Zéo, Viviane Tienrebego. Que s'est-il passé pour que l'on en arrive à un tel désastre? Sur les lieux de l'accident, personne pour donner un début d'explication. Mais le constat est triste. Une moto calcinée sur la route, 2 corps sans vie sur le bas-côté et non loin, un véhicule 4x4 encastré dans ce qui était une maisonnette de stockage de carburant en vente libre. Le véhicule immatriculé au Burkina Faso transportait 4 passagers. Apparemment, ces difficultés auraient commencé ici. Il a traversé la route, arraché le panneau indiquant la ville de Kokologo, avant de revenir sur sa voie de marche normale et de faucher à mort les 2 passagers de cette moto. Le véhicule a achevé sa course dans la maisonnette. En dehors du passager avant qui a été éjecté à environ 15 mètres du véhicule et qui a perdu la vie, les 3 autres blessés ont été évacués. Il en est de même pour la vendeuse de carburant. Un nouveau souffle pour les soldats du feu. Après 6 mois de formation physique et théorique, 21 officiers de 11 nationalités africaines se sentent prêts pour le terrain dans leurs pays respectifs. C'est la première promotion de l'Institut supérieur d'études et de protection civile. Le point de Sié, Sylvestre Da. Ce sont là les tout premiers produits de l'Institut supérieur d'études et de protection civile. Tous des officiers, ils sont 21 lauréats de 11 nationalités africaines et ils viennent d'achever 6 mois de formation initiale des officiers de sapeurs-pompiers. La formation a allié préparation physique et connaissances intellectuelles. Entre autres modules qu'ils ont abordés avec leurs instructeurs, on peut citer le secourisme, les techniques d'extinction, la prévention d'incendie ou encore le management et la gestion des sinistres. C'est déjà une grande joie, mais en même temps me remettre en cause, car à chaque situation, une nouvelle manière de réfléchir. Et le plus important, c'est qu'on ait pu faire un 100%. Toute la promotion a pu avoir le diplôme. Et comme je l'ai dit dans mon discours, le plus grand concurrent de tout un chacun est soi-même. De retour dans leur pays, ces désormais officiers sapeurs-pompiers, chefs de garde incendie, pourront évoluer dans des structures de gestion de catastrophes ou conduire des opérations de protection des personnes et des biens. La devise « sauver ou périr » devra en tout temps et en tout lieu guider leurs actions. Vous savez que le métier de sapeur-pompier a beaucoup d'exigences. Nous-mêmes, nous avons vécu des calamités ici. Au niveau du Burkina Faso, nous savons combien justement ce métier est exigeant en matière de préparation physique, en matière d'intelligence, en matière de solidarité. Et justement, il faut cultiver ces vertus-là afin d'être à la hauteur des défis et des catastrophes naturelles. Dans le monde entier aussi, il y a des exemples de catastrophes qui ont fait le tour du monde et pour lesquels vous avez vu les sapeurs-pompiers à l'œuvre. Il faudrait justement que les sapeurs-pompiers africains soient à la hauteur des standards internationaux. Cette formation des officiers sapeurs-pompiers, première du genre en Afrique, est le fruit de la coopération franco-africaine. Une coopération qui a permis la création de l'Institut supérieur d'études et de protection civile à Ouagadougou. Comme à tout début, les difficultés ne manquent pas. Manque d'infrastructures, de piscines, de matériel et d'engins roulants. Des difficultés que la hiérarchie militaire et ses partenaires entendent surmonter au fil des années.
Il s'agit de former convenablement les officiers sapeurs-pompiers dans une vision panafricaine, des officiers qui pourront conduire des opérations de grande envergure. Rigueur et intégrité, c'est le nom de baptême des apprenants du ministère de l'Économie et des Finances qui finissent eux aussi une session de renforcement de compétences. 35 au total, ils voient leurs connaissances rehaussées dans les domaines de l'audit et du contrôle basé sur le risque. Nicolas Zigani pour le point. Ces agents sont désormais mieux outillés en connaissances approfondies pour exercer leur travail avec ce master en audit et contrôle de gestion basé sur le risque dans le secteur public. Ils ont suivi avec brio cette formation qui se veut panafricain en phase avec les directives de l'UEMOA et en même temps de créer des conditions favorables pour la réussite de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. C'est vraiment un grand pas vers une modernisation du système de contrôle, un grand pas pour plus d'efficacité et surtout de résultats dans le corps de contrôle. Et je félicite vraiment le partenaire qui a été établi et souhaiter qu'on puisse poursuivre cette formation et permettre à nos différents auditeurs de pouvoir être outillés pour véritablement répondre aux attentes des populations. Enfin tout, c'est quoi? Ils veulent qu'on puisse satisfaire leurs besoins primaires. Et il faut que le contrôle puisse contribuer à cela. La bonne gouvernance en matière économique et financière exige la formation de cadres compétents pour exercer au mieux l'exécution des tâches. C'est un corps qui est prépondérant dans la vie d'une administration. Et ça permet de faire une bonne gouvernance et puis de travailler dans de meilleures conditions. Ce que je leur souhaite, c'est qu'ils réussissent dans ce métier-là en faisant leurs tâches et en assurant au fond la sécurité à l'État, aux populations et à tous les parties prenantes de l'administration. Les 35 lauréats avec leur parchemin en main sont prêts à affronter les nouveaux défis avec plus de professionnalisme. Et cela va nous permettre effectivement d'accompagner nos autres collaborateurs qui n'ont pas reçu cette formation et les collaborateurs des autres structures de notre ministère à mieux identifier les risques et à développer vraiment des mécanismes de stratégie appropriés pour vraiment les juguler et se donner vraiment les chances d'atteindre les objectifs de gestion que nous nous sommes fixés. Cette formation de haut niveau s'est déroulée grâce aux efforts conjugués de l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte, de l'École nationale des régies financières ENAREF et le Centre de recherche panafricain en management pour le développement, CERPAMAD. Le début de cours pour la deuxième promotion est fixé pour le mois d'octobre 2013. Après l'effort, la récompense, c'est le dévouement à servir la nation qui est reconnu. Les volontaires impliqués dans l'organisation du 52e anniversaire du cinquantenaire de notre pays à Koudougou ont reçu des attestations de reconnaissance. L'initiative est du programme national de volontariat et de bénévolat burkinabé. Le reportage est toujours de Nicolas Zigani. Ces jeunes volontaires, majoritairement issus des milieux estudiantins, ont fortement contribué à une meilleure organisation de la fête de l'indépendance à Koudougou. Ils ont surtout travaillé dans diverses commissions, accueil, restauration, hébergement et communication. Ces attestations viennent une fois de plus couronner le succès de leur participation à l'organisation de cette fête du 11 décembre 2012. Et ces jeunes se sont investis pour que la manifestation réussisse. Voilà pourquoi nous avons voulu saluer leur engagement. La remise de l'attestation est déjà un signe fort pour montrer qu'on est content de leur travail. Et c'est cette manière de saluer leur engagement, cette reconnaissance que nous voulons leur donner. Ces jeunes volontaires et bénévoles ont voulu, à travers leur participation aux activités commémoratives du 11 décembre, réaffirmer leur disponibilité à servir la nation. Aujourd'hui, ils se disent prêts à accompagner les autorités dans diverses activités si toutefois le besoin est exprimé. C'est dire que le travail qu'on a fait, ça les a vraiment intéressés. Ça veut dire que ils ont vraiment reconnu que nous avons fait un effort, qu'ils viennent nous rendre cet effort-là. Voilà. Donc ça a été vraiment une grande joie pour nous. Et nous sommes vraiment investis et on a vraiment porté l'engagement de relever les défis. Relever les défis, c'est-à-dire donner encore plus de confiance à nos autorités qui nous accompagnent et qui continuent toujours à nous accompagner. Et Dieu merci, on peut dire que ça s'est bien passé et ils ont apprécié et la cérémonie d'aujourd'hui vient le prouver. Les jeunes volontaires et bénévoles ont déjà le regard tourné vers la ville de Dori pour les festivités du 53e anniversaire de l'accession du Burkina à l'indépendance où il doit faire face à d'autres défis.
Rendez-vous donc à la prochaine organisation de la fête de l'indépendance pour d'autres actions de bénévolat et de volontariat. Vous le savez, c'est Dori dans le Sahel qui doit abriter les activités de commémoration du 53e anniversaire. Pour le moment, les autorités de la localité incitent les populations à mieux s'impliquer dans les prises de décisions locales. C'est à travers le programme d'appui aux collectivités territoriales. Le reportage est signé de Symphorien Somda. Le programme d'appui aux collectivités locales PACT est un projet financé par la Banque mondiale. Il permet aux collectivités locales d'augmenter leurs possibilités d'atteindre leurs objectifs de développement. Dans le Sahel, c'est l'association Nord et Noto, une ONG intervenant à Dori qui assure la mise en œuvre des activités du PACT dans les 26 communes. Pour ce qui concerne les autorités locales, donc les élus locaux, ça concernera beaucoup de renforcement des capacités. Nous avons beaucoup d'appuis formatifs pour renforcer les capacités des élus à mettre en œuvre notamment les programmes, par exemple, de développement locaux. Et ça, c'est une partie en réalité des activités de la composante. L'autre partie, c'est promouvoir la participation des citoyens à la gestion de leur collectivité. Et le programme met un accent particulier sur cet aspect-là. Parce qu'il faut que les citoyens arrivent à participer à la prise de décision au niveau local. Et pour ça, nous avons un axe sur la sensibilisation des acteurs où il y aura beaucoup d'émissions, par exemple radio de sensibilisation. Et on va promouvoir et dynamiser les cadres de concertation au niveau des collectivités. Pour ce programme, la commune de Di va bénéficier d'un montant de 200 millions de francs CFA et ce pendant 4 ans. Un montant qui va permettre à cette commune de se développer. Et nous sommes en train d'élaborer notre plan de développement institutionnel. Notre plan est déjà prêt et c'est sur cette base-là que nous voudrions négocier avec le PACT du point de vue de sa mise en œuvre. Nous espérons que les autres collectivités, qu'elles soient urbaines ou qu'elles soient rurales, il faut également qu'elles se livrent à cet exercice-là, car du point de vue ressources substantielles, c'est quand même le seul moyen par lequel on peut s'assurer de disposer en temps réel des ressources dont on a besoin. Et pour le gouverneur de la région du Sahel, l'objectif du développement que les uns et les autres partagent doit guider chacun dans les relations et la collaboration afin de garantir une synergie pour l'atteinte de leurs objectifs. Et puis, je vous le disais en titre, février 2012, février 2013, voilà donc déjà un an que l'artiste musicien Georges Ouedraogo est parti pour l'au-delà. Il laisse derrière lui un grand patrimoine culturel que les générations présentes saluent. Soirée d'hommage ce soir en direct des jardins de la RTB. Nous allons prendre plus de détails avec Maggie Leslie Oka et le comité d'organisation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Maggie. Si vous m'entendez, vous avez l'antenne. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous. Effectivement, nous sommes dans les jardins de la radio-télévision du Burkina pour vivre en direct une soirée spéciale dans quelques instants, une soirée pour rendre hommage au Gandaogo national Georges Ouedraogo. Et justement, je suis en compagnie de Djiga Bouraïma, qui est en fait le coordonnateur de toutes les activités marquant l'anniversaire de la disparition de Georges Ouedraogo. Djiga Bouraïma, bonsoir. Maggie, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTB. Le décor a été planté déjà avec toi. On va connaître l'objectif principal de cette soirée. Oui, Georges Ouedraogo a vécu 65 années ici-bas. Il a consacré 44 années à la musique, 44 années au cours desquelles il a composé une centaine de chansons. Il a signé une vingtaine d'albums, dont des best-sellers. Georges Ouedraogo, à travers sa thématique, a soigné des mœurs. Il a prôné la paix dans les foyers. Il a invité les Burkinabés à aimer plus la patrie et surtout les Burkinabés de l'extérieur à ne pas oublier la patrie et à investir effectivement si il le faut. Et Georges Ouedraogo a effectivement adhéré complètement à la musique en ce qu'elle est à notre naissance et nous accompagne toute la vie jusqu'à la mort. Donc même ceux qui disparaissaient avaient des hommages qui étaient rendus par le Gandaogo national. Georges Ouedraogo a modernisé les rythmes du terroir. Il a donné plus de valeur à la langue nationale Mwaga. On peut le considérer comme étant
ce que Molière a été pour la langue française. Et il est tout à fait normal qu'après avoir abattu un tel travail, après un contrat social et culturel aussi bien rempli, que la nation entière lui rende donc un hommage, comme ce fut le cas il y a quelques jours lorsque les étalons nous ont défendus vaillamment en Afrique du Sud. Les Burkinabés n'oublient pas les dignes fils, où que l'on soit, chaque fois que l'on se bat pour effectivement le progrès de ce pays, il est tout à fait normal qu'en retour, la nation tout entière témoigne sa reconnaissance. Justement, nous nous trouvons, Djiga Bouraïma, sur ce podium qui va recevoir dans quelques instants de talentueux artistes qui vont rendre hommage à Georges Ouédraogo avec en fond de scène cette superbe affiche de Georges Ouédraogo, Georges Forever Barka, le Gandaogo national. Qu'est-ce que nous aurons en spectacle ce soir? Quel est le programme précis? Qui sera là en prestation artistique? Oui, de la surprise. On ne va pas rentrer dans trop de détails pour ne pas perturber la surprise. Nous aurons les artistes des deux générations. Il y aura l'ancienne génération, il y aura la jeune génération qui hérite de ce testament musical que Georges Ouédraogo leur a légué, bien sûr. Si vous voulez des noms, on aura Flobi, nous aurons Ahmed Smani, on aura effectivement, comme je le disais dans l'autre génération, Issouf Komporé. Nous aurons des chansonniers également qui ont vénéré le Gandaogo, qui le considèrent également comme étant un exemple à l'image donc de Kisto Koyebré. Nous allons avoir aussi les anciennes danseuses du Gandaogo national qui peut-être sont orphelines de par son absence, mais qui n'ont pas du tout oublié tout ce que le Gandaogo leur a légué donc comme héritage effectivement musical et chorégraphique. Et parlant de chorégraphie, puisque le Gandaogo avait prôné la danse, nous allons avoir un ensemble qui va pouvoir nous présenter aussi une création chorégraphique sur des chansons du Gandaogo. Alors tout sera donc en live et je profite pour remercier le groupe donc de Bill Akakora qui a effectivement assuré cela. Et c'est une grande première que les gens voient comment les artistes burkinabés sont capables effectivement de rendre hommage à une icône de la musique burkinabé en live. Et nous remercions la RTB pour avoir bien voulu adhérer à cet événement en accordant bien sûr cette retransmission en direct. Voilà Caroline, dans quelques instants c'est une soirée grandissime que nous allons vivre avec les artistes du Faso pour rendre hommage à Georges Ouédraogo. Et pour cela je lance un appel à toute la population de Ouagadougou, aux alentours de la radio-télévision du Burkina, de venir nous rejoindre dans les jardins de la RTB pour vivre cette belle fête en hommage au Gandaogo national. Merci. Voilà qui est bien dit. Merci Bourema Djiga, merci Maggie Leslie Oka pour toutes ces précisions. Donc, à suivre tout à l'heure sur votre petit écran, la soirée d'hommage au Gandaogo national. Donc, à suivre sur la RTB tout à l'heure. Et vous avez entendu l'appel de Maggie Leslie Oka à venir dans les jardins de la RTB. En attendant, la suite du journal dans le comité d'organisation des prix Gallian, l'heure est à l'évaluation des efforts fournis jusque-là. Force, faiblesses et perspectives. L'atelier a réuni les professionnels des médias et de la communication. Donc, il a pour but de donner un nouvel élan à la manifestation. Kadi Sanogo. Initié par le ministère de la Communication, c'est en 1998 que s'est déroulée la première édition des prix Gallian. Ce concours vise à promouvoir les différents corps de métiers de la presse écrite et audiovisuelle, mais aussi de la publicité à travers une saine émulation entre les professionnels des médias et de la communication. Après 15 éditions, il est nécessaire de faire une halte pour échanger sur la vie des prix Gallian afin de dégager des pistes qui vont donner un nouvel élan à la manifestation. Cet atelier est une opportunité pour les acteurs du domaine de la presse et de la communication de discuter autour du thème « Évaluation des prix Gallian, forces, faiblesses et perspectives ». Il est temps que nous posions le débat, la réflexion bilan, et en vue de tenir compte des nouvelles évolutions même de la profession. Et vous savez que, pour ne citer que le cas de la presse en ligne, il y a des nouvelles orientations qu'il faille donner au prix Gallian pour que l'ensemble de la presse, publique comme privée, et de tous les gens, puissent se reconnaître à travers cette main de communicateurs. Et donc cet atelier nous aide pour faire le consensus autour des prix Gallian, mais aussi pour redessiner les prix Gallian à la faveur du contexte actuel en vue de lui donner de meilleures perspectives. Une rencontre qui va permettre aux professionnels des médias d'adopter une feuille de route consensuelle autour du concours des prix Gallian.
toute chose qui va permettre aux journalistes du Burkina de se reconnaître à travers ces prix qui récompensent chaque année les plus méritants. Dans le comité d'organisation du FESPACO, on part au plus pressé. Il ne reste plus que 6 jours pour que vive la 23e édition de la fête du cinéma panafricain. À ce rendez-vous aussi, l'Union nationale des cinéastes burkinabés sera présente. Pour faire le point de sa participation, l'UNCB a rencontré la presse ce matin. On regarde le résumé de Boukari Ouedraogo. À quelques 7 jours de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO, l'Union nationale des cinéastes du Burkina, sortie de son long sommeil depuis le mois de mai dernier, a fait le point sur sa contribution à cette biennale du cinéma africain. Longtemps restée en marge de cette fête du cinéma, l'Union des cinéastes veut cette fois-ci marquer le coup. Pour ce faire, une enveloppe de 5 millions de francs CFA sera consacrée à cette édition avec au programme un panel d'activités. Nous avons décidé d'organiser un pitch. Le pitch, c'est une rencontre entre les porteurs de projets et les producteurs. Deuxième activité, nous avons un cocktail d'accueil de Djatria, comme nous avons dit, ou Gansava. C'est pour accueillir tous les cinéastes présents à Ouaga, pour leur dire bienvenue dans la maison de l'hôte. Ensuite, nous avons, à la fin du FESPACO, en parallèle un peu, cette soirée d'adieu, de revoir, qui prépare en fait les perspectives d'avenir. Et ce n'est pas tout, car il est aussi prévu un stand qui se voudra la vitrine du savoir-faire des cinéastes burkinabés. Au-delà du FESPACO, l'Union nationale des cinéastes du Burkina ambitionne de relancer le cinéma et c'est justement ce pourquoi elle entend poursuivre sa restructuration qui passe par l'organisation des différents corps de métier, techniciens, réalisateurs, scénaristes, exploitants et producteurs. Pour mémoire, c'est depuis 1997 que le Burkina est monté sur la plus haute marche du FESPACO en remportant le talon de Yenega. Reste à espérer que le renouveau de l'Union des cinéastes augure des lendemains meilleurs pour le cinéma burkinabé. On reste toujours sur la page culture pour faire la revue des dernières parutions. Bientôt, dans les bacs à livres, la nouvelle œuvre de Soumaïla Savadogo. Et demain, Jeunesse africaine, c'est le titre du livre, un recueil de poèmes de 44 pages où l'auteur dénonce les obstacles à l'épanouissement des jeunes. Suit la cérémonie de dédicace, le reportage signé de Ramatou Zida et de Symphorien Somda. Et demain, Jeunesse africaine, c'est le titre du premier ouvrage littéraire de Soumaïla Savadogo qui signe son entrée dans le cercle des hommes des lettres du Burkina. C'est un recueil de 20 poèmes. Il aborde des thèmes variés tels que l'amour, la femme et surtout la jeunesse. L'auteur interpelle et invite la jeunesse à prendre une part active à son propre devenir. Le recueil donc, est un réquisitoire donc, des problèmes de la jeunesse, mais aussi surtout le VIH-Sida. Donc il interpelle à la jeunesse africaine qui doit ne pas toujours tous attendre de l'État, mais la jeunesse elle-même doit en tout cas s'engager, s'investir pour réussir. Des fois à l'avenir de la jeunesse, parce que dans tous mes poèmes se terminent par des vers d'espoir. C'est pour dire que malgré les difficultés, malgré tous les problèmes, il y a espoir. L'Afrique, c'est le continent de la richesse. L'Afrique, c'est le continent de la jeunesse. Et avec cette richesse, avec cette jeunesse, on peut toujours aller de l'avant. Il s'agit de savoir s'y prendre. Des notes d'espoir vécues à travers les déclamations ont ponctué cette cérémonie de baptême. L'œuvre de Soumaïla Savadogo est un trait d'union entre la culture et la jeunesse. En plus de s'inscrire dans une dynamique d'éveil de conscience, elle met également l'accent sur la responsabilité des dirigeants et des parents dans la quête de l'éclosion et de l'épanouissement de la jeunesse africaine. Et puis le tour de l'actualité en bref et en images, nous irons au Kenya, au Ghana, au Niger. Au Niger, il n'y a toujours pas de compromis dans le bras de fer syndicats et patronat. La marche de ce jour des travailleurs a été dispersée par la force. Démission du pape Benoît XVI, les plus hauts responsables de l'église catholique en Afrique sont réunis à Accra, au Ghana, en vue peser de leur poids en faveur de la montée d'un pape noir sur le trône de Saint-Pierre. Commençons par le Kenya où... Voilà donc qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre donc tout à l'heure la soirée d'hommage à Georges Ouedraogo. C'est en direct des jardins de la RTB. Amis téléspectateurs, vous y êtes attendus. Bonsoir.